Bon, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport à ça. Merci à nos chers partenaires qui sont présents. Mesdames, Messieurs les participants, c'est un honneur et un immense plaisir pour l'Institut Panos Afrique de l'Ouest, dont le but est de bâtir un espace démocratique de communication pour le changement et la justice sociale en Afrique, d'initier avec l'appui de ses partenaires que sont Article 19 Sénégal, AMARC Afrique, le studio Tamani du Mali et la CIDP de la Côte d'Ivoire, ce panel sur le thème garantir un cadre légal et institutionnel qui promet un accès genré à une information genrée en Afrique de l'Ouest. La question de l'accès à l'information est à la fois complexe et cruciale pour le développement de toute société et l'épanouissement de ses citoyens. Garantir un accès à l'information, c'est reconnaître et favoriser un droit fondamental dans une démocratie. C'est permettre à tout un chacun de protéger et de jouir de ses droits. Le contexte de nos pays fait que parfois ou souvent, l'accès à l'information est limité pour des considérations politiques, sociales, voire économiques. C'est le cas pour les femmes qui continuent de ne pas pouvoir pleinement exercer de leurs droits pourtant garantis et surmonter ainsi les inégalités hommes et femmes, faute d'un bon système d'accès à l'information nécessaire et utile. C'est aussi le cas dans certaines zones ou dans certains domaines où les questions sécuritaires sont mises en avant et constituent des freins pour les professionnels des médias et l'information du public. C'est aussi le cas lorsque les adaptations imposées par les évolutions technologiques dans nos modes de communication et de diffusion de l'information constituent des limites pour nos médias communautaires et traditionnels dans la promotion de l'information citoyenne. Mesdames et messieurs, nous voici donc avec ce panel sous l'éclairage de nos différents experts intervenants à examiner la question de l'accès à l'information dans ses mécanismes de mise en œuvre comme moyen de gouvernance pour nos pays et la prise en compte par ces mécanismes des femmes et certains de ces aspects limitatifs comme la question sécuritaire et les contraintes posées aux médias, mais aussi les enjeux qu'imposent les nouveaux médias aux médias communautaires. Nous sommes convaincus que surtout de cette semaine, bonjour. Différentes contributions, nous aurons dégagé des pistes de réflexion. Est-ce qu'on m'entend? Oui, nous vous entendons sur le bas. D'accord, super. Donc, je disais que nous sommes convaincus qu'au sortir de ce panel, et grâce à vos différentes contributions, nous aurons dégagé des pistes de réflexion et formulé des recommandations pour faire avancer cette question des acquis, particulièrement pour le composant genre. Et je ne saurais terminer ce mot sans adresser nos vifs remerciements à nos partenaires ici présents que sont Article 19, AMARC Afrique, le studio Tamani et la CIDP de la Côte d'Ivoire, qui n'ont ménagé aucun effort dans la préparation et l'organisation de ce panel. Nos remerciements vont également à tous nos invités qui ont répondu présents et qui ne manqueront pas de contribuer de belle manière au débat. Merci pour votre aimable attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Abdoulaye, pour ce mot d'introduction. Biram, you have the floor pour conduire les débats. Merci Gilles, bienvenue à M. Souleymane Bamba. Merci, bonjour. Bonjour. Merci encore une fois à Abdoulaye, le directeur par intérim de l'Institut Panos. Et je pense que, bon, Abdoulaye a déjà bien campé le décor. Il est revenu sur tous les enjeux relatifs à l'accès à l'information d'une manière générale et de façon spécifique en Afrique. Donc, je ne vais pas du tout revenir sur ce que Abdoulaye a dit,
Tout simplement qu'on constate depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme jusqu'aux ODD qu'il y a beaucoup d'engagements pris par nos États et que nos États même ont du mal à matérialiser. Parce que tout simplement, comme Abdoulaye l'a dit, l'accès à l'information aussi a un enjeu politique majeur. Donc, moi, je dis assez souvent que bon, peut-être qu'ils préfèrent gouverner des citoyens ignorants, sous-informés, que d'avoir des citoyens suffisamment éclairés et qui pourraient quand même être beaucoup plus exigeants par rapport à la gouvernance des affaires publiques. Donc, merci Abdoulaye. Donc, je pense que le décor est bien campé. On va passer à la première session qui porte sur droit d'accès à l'information, où sont les femmes. Donc, cette session, en tout cas, sera introduite par Jeanne d'article 19. Et Jeanne va essayer de revisiter les mécanismes nationaux et institutionnels de promotion de l'accès à l'information des femmes et sur les femmes, peut-être en Afrique, et quelle pertinence, quel enjeu, et quels sont les mécanismes légaux qui permettraient de mieux prendre en compte les droits des femmes à l'information. Donc, Jeanne, vous avez la parole. Merci beaucoup, cher modérateur. Merci à Panos. Je suis Jeanne-Irène Nguidjoy. Je suis en charge des programmes à article 19. C'est un réel honneur et plaisir de représenter l'institution ce matin dans le cadre de ce panel. Et je voudrais, au nom de la directrice régionale et du directeur adjoint qui n'ont pas pu se joindre, réitérer nos remerciements à Panos qui nous a associés à cette belle initiative à la veille de la Journée internationale de l'accès universel à l'information. Alors, je vais commencer mon propos par, on va dire, un petit titillage, parce que j'estime quand même qu'un thème comme celui-ci, où on dit où sont les femmes, si par le hasard des choses, mon collègue Silasso s'était rendu disponible, on se rend bien compte que le panel en lui-même n'a pas invité de femmes sur la table de discussion. Vous avez parfaitement raison. Et je pense que c'est important à relever parce que ça fait partie justement de ces choses qu'on décrit. Nous sommes de la société civile et je pense que nous devons nous-mêmes prêcher par l'exemple. Essayer déjà de faire en sorte que lorsqu'on met des panels sur pied, que les panels soient paritaires. Je ne pense pas qu'il n'y ait pas de femmes qui puissent discuter de ces questions, surtout que ce sont des questions qui les concernent. Donc, je pense que les prochaines fois, on prendra la peine de rectifier le tir et de donner la possibilité aux femmes de s'exprimer sur les questions qui les concernent. C'est bien noté. Voilà un peu pour l'introduction. Ouais. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je suis appelée à parler un peu du cadre institutionnel du droit d'accès à l'information. Je pense que Birahim l'a dit à son introduction, on le sait tous, le droit d'accès à l'information est un droit fondamental qui a été reconnu au niveau international, au niveau régional, sous-régional et national. Donc, au niveau international, citer la Déclaration universelle des droits de l'homme déjà qui a son article 19 sample le décor et parle du droit d'accès à l'information. Et en tant que norme internationale, bien que pas contraignante, a déjà donné les prémices de ce que le droit d'accès à l'information est important. Et aujourd'hui, on le reconnaît tous, l'accès à l'information est vraiment la colonne vertébrale de tous les autres droits. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un contexte de Covid. Comment est-ce que les gens peuvent savoir quoi faire s'ils n'ont pas accès à l'information? Comment les gens peuvent prendre soin de leur santé? Comment les gens peuvent savoir qu'il est important de se vacciner, de respecter les mesures barrières s'ils n'ont pas l'accès à l'information? Si je prends le cadre de la santé, également de la reproduction, on a des femmes qui souffrent aujourd'hui de la question de la fistule obstétricale, mais parce qu'elles ne sont pas informées sur comment est-ce qu'on doit, par exemple, conduire une grossesse, ainsi de suite. Donc, ça, c'est juste pour dire que l'accès à l'information est essentiel et que les mécanismes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la Déclaration universelle l'ont rappelé. On a le Pacte international sur les droits civils et politiques qui en parle. On a la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes.
On a la section 1 et 2 de la déclaration de Pékin de 1995 qui ont commandé les États à assurer l'égal accès des femmes à l'information et à la communication. Au niveau régional, on a notre Charte africaine des droits de l'homme et des peuples qui également, à son article 9, rappelle l'importance de l'accès à l'information et indique que nul ne peut être discriminé, que ce soit par sa race, que ce soit par son sexe, pour avoir accès à l'information. Ça veut dire que les femmes sont aussi considérées comme des êtres à part entière et doivent de ce fait avoir droit à l'information qui est un droit fondamental, donc inhérent à la personne humaine. Simplement parce que je suis un être humain, j'ai droit à l'information. Et donc, les femmes, de manière claire, à travers tous ces instruments légaux, internationaux, ont droit à l'information. Alors, pour poursuivre, je vais également évoquer la déclaration de principe de la liberté d'expression et de l'accès à l'information qui, elle aussi, reprend la charte africaine, reprend la déclaration universelle et qui consacre également le droit d'accès à l'information à tous et donc aux femmes également. Je vais également citer l'article 6 de la charte africaine sur les valeurs et principes du service public et de l'administration qui impose aux administrations publiques de mettre à la disposition des usagers des informations sur les procédures et formalités relatives aux services publics. Donc, les femmes aussi y ont accès. Je vais poursuivre avec l'article 35 du cadre harmonisé de l'acte additionnel relatif à la liberté d'expression et au droit à l'information dans l'espace ouest-africain pour parler de notre contexte, qui stipule que les États membres mettent en place des politiques et des lois relatives à la technologie de l'information et de la communication, que les États doivent faire en sorte que les capacités et les compétences des femmes et des filles soient assurées pour accéder à l'information et puissent avoir l'accès à la communication également. Donc, voilà un peu au niveau régional, puisque le temps nous est compté, ce que je peux dire. Au niveau national, on sait tous que la plupart des pays, on a environ 30 pays qui ont, dans leur constitution, rappelé le caractère fondamental de l'accès à l'information. Et il y en a qui sont allés plus loin en adoptant des lois d'accès à l'information. On a aujourd'hui 26 pays qui ont adopté une loi d'accès à l'information. Cela montre vraiment les avancées qui sont faites dans ce sens-là. Et au-delà des constitutions, il y a également des textes qui sont pris dans des pays qui parlent de la question de l'accès à l'information et relèvent son importance et la nécessité d'en faire un droit pour tous, et donc les femmes également. Alors, l'autre pan une fois le cadre légal, international, régional et national souligné, on m'a posé la question de savoir quelle pertinence par rapport à cette question-là. Moi, je pense qu'aujourd'hui, la pertinence n'est même plus à poser comme question parce qu'on sait tous que la femme ne peut pas être exclue du processus de gestion de nos États aujourd'hui. La femme fait partie des acteurs majeurs. Et tant qu'on va continuer de les discriminer, que ce soit pour accéder à l'information, que ce soit pour d'autres questions, nos pays vont continuer, excusez-moi le terme, de tourner en rond. Parce qu'on sait tous aujourd'hui, au niveau mondial, les femmes représentent à peu près 51% de la population. Et c'est une couche importante. Et donc, l'exclure des processus ne va faire que retarder cette volonté que nous affichons de nous développer, de nous moderniser, de démocratiser la façon dont nos États sont gérés. Donc, il est important aujourd'hui que les gouvernements africains prennent le temps et prennent conscience que les femmes sont des acteurs majeurs. Donc, associer les femmes dans ce processus est primordial pour le développement de notre continent. Merci, Jeanne. Je peux juste poser une question par rapport à ça. Oui. C'est vrai que vous avez bien abordé la question de l'accès des femmes à l'information. Et maintenant, qu'en est-il de l'information genrée? Par exemple, on est dans le contexte de Covid. Oui. Et régulièrement, on nous donne des chiffres, beaucoup d'informations sur le Covid. Et je dirais qu'on a eu des informations
sur les femmes que tardivement, et on a déroulé toute la campagne sur le Covid pendant pratiquement 1 an, et que ce n'est que tardivement qu'on a eu des informations sur le nombre de femmes, les effets sur les femmes, etc. etc. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans le cadre de la révision des textes pour les États qui ont déjà adopté des lois sur l'accès à l'information? Qu'est-ce qu'il faut faire pour imposer l'accès à des données sexo-spécifiques, par exemple? Alors, je suis très contente parce que vous confirmez un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ce processus, on a exclu les femmes parce que si on avait pensé aux femmes, tous ceux qui ont fait la communication autour de la COVID allaient savoir que les femmes ont des spécificités et qu'en tant que femme, il y a des choses dont on doit prendre en compte. Et donc, aujourd'hui, la déclaration des principes de la liberté d'expression et l'accès à l'information, même la charte africaine, donne, au-delà de l'adoption de la loi d'accès à l'information, demande aux États d'adopter des législations pour pouvoir mettre en œuvre la loi. Et ces législations, ces décrets, si je peux me permettre le terme, doivent pouvoir tenir en compte les spécificités des femmes dans la mise en œuvre. Et si cela est fait, je ne vois pas comment est-ce que les questions sexo-spécifiques ne seraient pas prises en compte. Donc, de mon point de vue, le problème n'est pas véritablement aujourd'hui d'aller chercher d'autres textes. Il est véritablement dans la mise en œuvre de ce qui est déjà existant, de la mise en œuvre effective. Parce que si on s'en tient à ce que ces législations nous disent aujourd'hui, on est d'accord que si elles sont effectivement appliquées, on aura des informations sexo-spécifiques, genrées, qui pourront permettre de prendre la question de la femme en compte de manière spécifique. Donc, pour répondre à votre question, de mon point de vue, il n'y a pas forcément de nouveaux textes à prendre. Il faut simplement que l'État respecte les engagements qu'il a pris tant au niveau international qu'au niveau régional et qu'il s'engage à effectivement les mettre en œuvre. Je vous prends un exemple pour prendre le cas du Sénégal. Le Sénégal est depuis 2009 dans un processus d'adoption d'une loi d'accès à l'information. On passe de draft en draft et les organisations de la société civile se mobilisent, on ne voit rien. Et il y a quelques semaines, je vais dire le mois dernier, où dans le cadre du programme de bonne gouvernance, le PGO, dans le partenariat pour la gouvernance du gouvernement ouvert, on a vu que le Sénégal a pris un plan d'action national. Il a adopté un plan d'action national après un processus de consultation large dans toutes les régions du Sénégal. Cela a abouti à des engagements que le Sénégal a pris. Et parmi les premiers engagements, c'est l'adoption d'une loi d'accès à l'information. Et quand vous allez regarder le document, le plan d'action national, il est bien détaillé en disant que oui, au-delà de l'adoption de cette loi, il faut que le gouvernement du Sénégal mette en place des mécanismes qui vont favoriser, qui vont permettre l'accès aux populations, l'accès aux femmes, parce que ça c'est important à souligner, que les spécificités, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes handicapées, puissent avoir facilement accès à l'information. Donc, pour moi, vraiment, c'est cela qu'il faut faire. On a, notre interlocuteur qui a fait l'introduction a dit, il y a tellement de mécanismes qui existent. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui, ce soit cela la solution, mais c'est vraiment dans l'effectivité, rendre efficaces les engagements que nous prenons au niveau international. Donc, voilà, merci Jeanne. Merci Jeanne pour ce brillant exposé. Je pense que vous êtes revenu sur l'essentiel. Et maintenant, on va avancer un peu, juste pour dire que oui, il y a ces engagements internationaux, il y a des lois, il y a même des commissions de suivi. Et maintenant, ce sont des dispositions qui sont le plus souvent en contradiction avec les pratiques individuelles et institutionnelles. Et malheureusement, nous avons des journalistes qui sont des acteurs majeurs de l'accès à l'information et de la liberté d'expression et qui sont le plus souvent victimes de ce non-accès à des informations d'intérêt public, etc. C'est pour introduire M. Martin Faye, qui doit nous parler d'informer en temps de crise sanitaire et sécuritaire, voilà, et pour qu'il nous dise quels sont les enjeux réels pour les médias et pour les journalistes. Donc, Martin, vous avez
10 minutes pour un peu introduire ce sujet. Voilà. Merci, Biram. Je salue tout le monde, les intervenants, comme l'auditoire très riche que je viens de découvrir. Il y en a parmi vous beaucoup que je connais personnellement et je voulais saluer vraiment tout le monde de manière inclusive et remercier Panos d'avoir associé Studio Tamani, le projet de la Fondation Hirondelle au Mali, à ces échanges que je trouve d'un grand intérêt professionnel pour les médias que nous représentons et pour enrichir le travail quotidien que nous faisons chaque jour sur le terrain. Je vais parler de manière un peu plus pointue de l'expérience de Studio Tamani dans ce domaine. Je rappelle que Studio Tamani n'est pas une radio, c'est un programme radiophonique qui est basé à la Maison de la Presse à Bamako, un projet de la Fondation Hirondelle en partenariat avec l'URTEL, l'Union des radios-télévisions libres du Mali. Et ce programme radiophonique produit des émissions, notamment traite l'actualité, donc des journaux, des magazines, et quotidiennement un débat sur le sujet majeur de l'actualité, un programme diffusé par 85 radios et dans 5 langues, le français, le bambara, le tamashek, le peul et le songhai. Quand il s'agit de genre, j'allais dire, nous sommes assez bien à l'aise pour en parler, puisque Studio Tamani... Pardon, oui. Martin, permets-moi de t'interrompre. Je voudrais juste, à la demande des participants, est-ce que les panélistes pourraient, dans la mesure du possible, ouvrir leur caméra? Alors, je vais essayer. La crainte, c'est juste que comment ça s'appelle? Que la connectivité baisse un peu. Oui. Moi, j'ai essayé de mettre, j'ai voulu faire ma présentation en visuel parce qu'effectivement, quand j'assiste à des panels, j'aime que celui qui parle puisse se présenter, mais on m'a fait savoir que l'animateur avait fermé ma vidéo et que je ne pouvais pas le faire moi-même. Alors, je crois, Gilles, que c'est à vous d'autoriser qu'on utilise nos caméras. C'est le message que je reçois. Vous ne pouvez pas démarrer votre vidéo parce que c'est l'animateur qui l'a arrêté. J'ai essayé d'activer ma caméra à plusieurs reprises. Bon, donc un petit problème technique simplement qu'il faut voir. Mais quand ça fonctionne, on pourra activer la caméra. Juste pour compléter cette présentation, parler de la Fondation Hirondelle. Nous sommes une ONG qui intervient principalement dans les pays en conflit, en post-conflit ou en état fragile. Alors, vous voyez que nous sommes au cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Et si je vous donne la liste des pays où se sont implantés des projets de la Fondation Hirondelle, vous verrez, il y a le Mali, les pays voisins que sont le Burkina et le Niger, vous avez la Centrafrique, la RDC, et il y a une dizaine d'années, nous étions au Libéria et en Sierra Leone. Parmi, juste, je cite ces exemples-là, je ne parle pas de l'Asie, où on a été du côté de Timor-Leste, et aujourd'hui, nous sommes en Birmanie pour travailler dans la problématique que vous connaissez tous, qui porte sur les Rohingyas. Alors, comment, dans un contexte de conflit, les médias doivent-ils porter une attention particulière à la problématique genre? Déjà, de manière générale, on incite les journalistes, et je fais partie des activistes dans ce domaine, à porter des lunettes genre, en temps de paix, j'allais dire, plus encore en temps de crise. Vous savez que les femmes sont considérées par les techniciens, les idéologues du développement, les concepteurs, comme une couche défavorisée de notre société. Alors, si déjà, en temps de paix, les femmes sont défavorisées, que deviennent-elles en temps de crise, en temps de conflit, en temps de guerre? Nous avons essayé de mettre l'accent sur cette problématique
à Studio Tamani. Et nous nous sommes dotés d'un plan d'action genre, ce qui a fait que nous avons même été labellisés par l'ONG Twindy, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est soutenue par Free Press Unlimited. Nous avons atteint le niveau 3 de label, c'est le niveau le plus élevé. Mais ça nous pousse justement à maintenir le rythme, à maintenir la cadence et toujours faire attention au plan, aux dispositions genre. Des dispositions qui existent au niveau des ressources humaines, donc au niveau interne, mais je voudrais m'appesantir surtout au niveau de la production. Alors, au niveau de la production, qu'est-ce qu'on demande? Juste quelques exemples assez concrets. Nous demandons à nos reporters, quand ils vont sur le terrain, de favoriser la prise de parole des femmes. C'est important de chercher à ramener des sons audio venant de femmes. Ce n'est pas toujours facile. Il faut reconnaître que les journalistes eux-mêmes, parfois, développent des résistances. Ils vont vous dire, pour faire parler des femmes, ce n'est pas facile, elles refusent, etc. Oui, mais insistez, expliquez, lancez-vous dans un plaidoyer. Et les résultats sont que pour les aider justement dans le traitement des sujets à prioriser les femmes, nous avons mis en place une base de données femmes. Pour la plupart des problématiques, la plupart des secteurs d'activité, nous avons recensé plus d'une dizaine de femmes pour chacun des secteurs d'activité, des femmes qui ont été contactées au préalable, qui ont donné leur accord et qui ont communiqué leur numéro de téléphone et leur adresse email. Des femmes reconnues pour le leadership qu'elles exercent dans la société, qu'elles exercent dans leur domaine de compétences. Et nous demandons à nos journalistes, quand vous avez un sujet à traiter, au lieu de vous précipiter à chercher des personnes ressources vides, aller sur le terrain, consultez d'abord cette base de données et identifiez la femme qui a le profil pour intervenir et parler de votre sujet, parce qu'elle est reconnue pour sa compétence. Ça marche plus ou moins, mais il y a au moins cet effort-là. Nous demandons à nos journalistes, quand vous allez produire, quand vous êtes chargé de produire un micro-trottoir, ramenez autant de voix d'hommes que de femmes. Si vous avez interrogé 6 intervenants, idéalement, il faudrait qu'on ait 3 hommes et 3 femmes. Voilà. Et faites attention également dans les contenus à ne pas donner un prolongement, j'allais dire, aux stigmates, aux stéréotypes de la société dans les productions. Les femmes sont ceci, les femmes sont cela, etc. Un média n'a pas pour vocation de prolonger les stéréotypes féminins ou autres à travers son média. Au contraire, en tant que journaliste, nous devons lutter contre ces stéréotypes. Et j'ouvre une parenthèse, si nous voulons réussir, par exemple, ces campagnes de promotion du vivre ensemble, il faut veiller déjà à ne pas prolonger les stéréotypes qui circulent, le regard que porte une ethnie sur une autre et, pour ce qui nous concerne, le regard que portent les hommes sur les femmes. À Studio Tamani également, nous essayons, et on a des indicateurs que nous examinons attentivement chaque mois sur combien de femmes se sont prononcées dans les programmes pendant une période d'1 mois. Il y a une base de données que nous exploitons qui nous génère des tableaux et des pourcentages. Alors, le résultat, bien sûr, c'est encore faible. Nous sommes passés de 7% de femmes à 21%. C'est déjà énorme en l'espace de 3 ans. Nous avons également, pour pousser l'équipe, mobilisé notre personnel féminin au niveau de la rédaction et presque un équilibre que nous sommes en train de
d'atteindre au niveau des effectifs. Mais surtout, nous incitons les femmes à rapporter des expériences positives de leurs sœurs et mettre des contenus pertinents dans les magazines à produire. Ou encore, quand nous avons, puisque je disais tout à l'heure, nous avons un débat quotidien. En moyenne, c'est 3 invités, mais parmi les invités, au moins avoir une femme qui puisse s'exprimer et les représenter. Et c'est comme ça que nous avons découvert d'ailleurs qu'il y a dans la société malienne des femmes qui sont expertes sur les questions de sécurité. Mais faut-il le savoir? Faut-il aller les chercher? Faut-il faire un effort de documentation pour trouver les profils les meilleurs? Je reviens sur le contexte de crise, le contexte de violence. Vous savez, nous avons produit toute une série de programmes thématiques pour promouvoir le droit des femmes en situation de conflit. Nous avons produit des documentaires, vidéos, audio, des magazines, des portraits de femmes sur une douzaine de thématiques et nous continuons encore. Et justement, une de ces productions nous a valu un prix décerné par l'Institut Panos à Dakar. Nous en sommes heureux et j'en profite pour les remercier. Mais le sujet portait précisément sur les femmes victimes de violences en temps de conflit. Je dois vous avouer que les témoignages recueillis étaient tellement durs que nous n'avons pas osé aller vers une diffusion grand public de ce documentaire. Nous l'avons diffusé de manière restreinte avec des invités, notamment nos bailleurs, nos partenaires, un cercle très fermé d'ONG qui interviennent dans le secteur. Nous n'avons pas voulu parce que ces femmes nous disent « mais nos bourreaux sont encore là, ce sont nos voisins, ils nous connaissent ». Et une de ces femmes est venue s'exiler, entre guillemets, à Bamako. Elle a quitté sa ville de Gao natale pour vivre un peu plus, j'allais dire, à l'abri ici à Bamako. Je n'insisterai pas plus, je veux simplement mettre l'accent sur la nécessité en situation de conflit il y a l'aspect protection des populations et une attention particulière doit être portée sur la protection des femmes en leur fournissant des informations de service qui expliquent le conflit, les zones sécurisées où trouver de l'aide, que les médias puissent fournir une information qui permette aux populations de mieux se prémunir contre les risques qui les menacent. Et il y a bien évidemment l'aspect prévention des conflits, la création d'espaces médiatiques, de dialogues inclusifs. J'en profite d'ailleurs pour évoquer, pour finir, l'expérience de Studio Tamani et l'Institut Panos. Nous sommes intervenus dans la réalisation du programme Femmes occuper les médias. Studio Tamani a encadré à la demande de Panos une trentaine de radios dans les régions du Nord. Vous savez que le Nord Mali, c'est la région où la plus violente, la plus insécure. Et comment évoluent ces femmes? Nous avons développé toute une stratégie, encadrer les radios pour produire des magazines, une première fois, lors de la deuxième phase de la campagne, des débats, des tables rondes sur des aspects de la vie des femmes dans ces régions. Mais je vous avoue que le résultat était tout simplement époustouflant. Pour la première fois, des femmes se sont retrouvées face à des imams en studio pour débattre, pour discuter, pour poser des questions, pour essayer de comprendre et même pour appeler au secours. Donc voilà, rapidement, on pourra y revenir dans les échanges. Je ne veux pas aller plus que le temps qui m'a été imparti, mais juste introduire le sujet de cette manière, esquisser des pistes et parler de l'expérience, somme toute assez modeste, de Studio Tamani. Merci Martin, je pense que c'est un réel plaisir pour tout le monde de découvrir un peu l'expérience de Tamani en matière de, je dirais, journalisme beaucoup plus sensible au genre. Et ça, je pense que c'est un cas d'école qui mériterait, à mon avis, d'être documenté et partagé dans toutes les rédactions
ouest africaine, pour ne pas dire africaine, quoi. Donc, merci Martin. Merci. Biram. Et je pense que vous évoluez aussi dans un contexte assez compliqué au Mali. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être que vous, vu la sensibilité de certains témoignages, vous vous êtes appliqué un peu de l'autocensure pour ne pas choquer un peu un certain public. Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Maintenant, je pense qu'on va y revenir dans les échanges. Le temps de passer la parole à M. Souleymane Bamba, je pense qu'il est avec nous. Donc, M. Bamba, il est le président de la commission d'accès à l'information d'intérêt public de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, lui, il va nous dire, je pense qu'au Mali, peut-être qu'une loi ou bien une commission relative à l'accès à l'information n'est pas encore instituée, mais en Côte d'Ivoire, il y en a. Et que cette commission est chargée de suivre, un peu de faire le monitoring de l'accès à l'information d'intérêt public en Côte d'Ivoire. Donc, nous allons donner la parole à Bamba pour son exposé. Merci beaucoup. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, nous vous recevons bien, je pense. Voilà, merci. Alors, je voulais faire un petit récapitulatif, un petit rectificatif. Je ne suis pas le président de la KIDP, j'en suis le directeur des affaires juridiques et du contentieux. Donc, la KIDP, qui est la commission d'accès à l'information d'intérêt public et aux documents publics, qui est ici en Côte d'Ivoire l'organe qui est chargé de veiller au respect de la loi relative à l'accès à l'information, c'est-à-dire faire en sorte que les usagers puissent exercer leur droit de demander aux administrations les informations et les documents qu'elles détiennent, mais également que ces administrations-là comprennent l'obligation qui leur est faite de par la loi de communiquer les informations qu'ils produisent, qu'ils reçoivent, qu'ils conservent dans le cadre de l'exercice de leur mission de service public. Alors, ce matin, moi, ce dont on me demande de parler, alors, le thème, c'est limiter l'accès à l'information au nom de la sécurocratie. Comment les organes de contrôle des mécanismes de l'accès à l'information garantissent-ils le droit d'accéder à l'information? Et est-ce que les journalistes s'auto-censurent dans ce sens-là? Alors, je voulais rapidement parler de la commission en lien avec l'aspect sécuritaire, j'allais dire même l'accès en crise. La commission, la KIDP, c'est une autorité administrative indépendante qui est composée de 12 membres, nommés ès-qualité par décret pris en Conseil des ministres. Et dans ce Conseil des commissaires, on a deux personnalités quand même qui sont en lien avec le thème que je dois aborder ce matin, c'est-à-dire le ministère de la Défense et le ministère de la Sécurité. Ce sont ces deux personnes-là qui font partie des 12 commissaires et qui sont chargés de conseiller la commission, le reste des commissaires sur les questions qui sont relatives à leur spécialité. Pour saisir la KIDP, tout citoyen qui fait une demande d'information auprès d'une administration et qui se voit opposer un refus dispose d'un recours qui est celui de saisir la KIDP. La KIDP, une fois saisie, dispose d'un certain nombre de pouvoirs pour contraindre les administrations à communiquer les informations aux requérants qui en fait la demande. Donc, en gros, c'est pouvoir d'investigation, pouvoir d'amende, pouvoir d'injonction, également pouvoir d'astreinte. Maintenant, la loi en elle-même, elle pose le principe que toute personne physique ou morale a le droit d'accéder sans discrimination aux informations et aux documents détenus par l'administration. Elle pose également le principe que l'administration a l'obligation de communiquer, mais elle pose quand même un certain nombre de restrictions. Elle pose des restrictions qui sont des restrictions de manière commune qu'on retrouve un peu partout, dans quasiment toutes les lois d'accès à l'information. Je vais n'en prendre que deux ou trois pour illustrer un peu le thème. Donc, secret défense nationale, toute information qui pourrait porter atteinte au secret de la défense nationale n'est pas communicable au sens de la loi. Toute information qui pourrait porter atteinte à la sûreté de l'État, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes subit également le même traitement, c'est-à-dire sont considérées comme des informations non communicables. Et enfin, dans une moindre mesure, les informations relatives à la conduite de la politique extérieure de l'État. Alors, si on veut regarder tout ça à la fenêtre de l'état d'urgence, c'est-à-dire l'accès à l'information en période de crise, qu'est-ce qu'elle soit sécuritaire ou sanitaire. Moi, je vais le prendre dans deux sens. Premièrement, au niveau des autorités sanitaires, comment c'est perçu au niveau des autorités sanitaires. Deuxièmement, comment c'est perçu au niveau des autorités sécuritaires. On a interrogé un peu le ministère de la Santé, justement, notamment concernant toutes les demandes en période de crise
de Covid et notamment récemment en Côte d'Ivoire d'Ebola, le ministère de la Santé a reçu cette année, en tout cas, 5 697 demandes concernant la crise de Covid et la crise d'Ebola. Et ces demandes-là concernent essentiellement les vaccinations, les statistiques sur le nombre de malades, le nombre de morts, quel est le mode de contamination et quels sont les moyens de prévention. Dans ces statistiques-là, on se rend compte que les journalistes ne sont pas en reste. Ils participent également à animer ce débat-là. Et on a fait le ratio homme-femme dans les demandes. 1,2 hommes pour une femme s'adresse au ministère de la Santé pour avoir des informations sur des questions sanitaires, notamment en période de crise. Le ratio, un ratio relativement différent se constate également chez les journalistes. Chez les journalistes, c'est 6 hommes pour une femme qui s'adresse au ministère de la Santé pour avoir des informations, notamment en période de crise sanitaire. Alors, ça, c'est concernant la partie sanitaire. Donc, on constate quand même que le ministère de la Santé, malgré la période, j'allais dire, tendue, se prête volontiers à ce jeu-là en apportant les réponses aux questions qui leur sont posées de manière, j'allais dire, réactive lorsqu'on lui en fait la demande, mais également de manière proactive, puisque toutes ces informations-là sont publiées sur le site du ministère de la Santé et des points de presse sont faits de manière quotidienne pour mettre au même niveau d'information l'ensemble des populations, y compris les journalistes. Mais pas de traitement particulier fait dans ce domaine-là par rapport aux gens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de statistiques aujourd'hui de ce que le ministère de la Santé m'a remonté sur le taux de contamination des femmes par rapport aux hommes. Donc, pas de statistiques de ce point de vue-là. Alors, le deuxième point que je voulais aborder, c'est du point de vue des autorités sécuritaires. Je vous ai dit que la loi relative à l'accès à l'information en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays pose certaines restrictions, notamment en matière de secret défense et sécurité des personnes. La définition, en tout cas la notion de secret défense, sa protection vise en fait à assurer la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la nation dans les domaines de la défense, de la sécurité intérieure et de la protection des activités financières, économiques ou industrielles d'un État. En réalité, l'idée ici, c'est de contrôler et limiter la diffusion de certaines informations ou certains documents qui sont susceptibles d'intéresser des pays étrangers ou des individus qui cherchent à déstabiliser un État. Ça, c'est la compréhension, j'allais dire, globale du secret de défense. Pourquoi certaines informations ne doivent pas être communiquées, surtout en période de crise. En Côte d'Ivoire, ici, comme je vous l'ai annoncé dans l'introduction, nous avons au sein de la commission, au sein de la KIDP, 2 spécialistes. Un spécialiste des questions de défense, un spécialiste des questions de sécurité. Alors, selon ces spécialistes-là, ils ont défini un certain nombre de domaines de restriction. Toutes les informations qui sont de nature à fragiliser la cohésion des armées, selon le ministère de la Défense, ne sont pas communicables. Exemple, les avantages exceptionnels qui sont attribués à tel ou tel corps ou telle unité. Les informations qui sont également susceptibles d'affecter le lien armée-nation ne sont pas communicables au sens non de la loi, mais de la compréhension du ministère de la Défense. Ça veut dire, si au cours d'une mission, par exemple, il y a eu des dégâts collatéraux, les informations relatives à ces questions-là peuvent entraîner le lien, peuvent affecter en tout cas le lien armée-nation. Et enfin, les informations qui portent sur la sécurité nationale. On a aujourd'hui une problématique dans le nord de la Côte d'Ivoire avec notamment la question du terrorisme. Toutes les informations qui peuvent porter atteinte à la sécurité nationale, donc par exemple les effectifs qui sont positionnés dans telle ou telle zone du pays, les matériels majeurs utilisés, les opérations en cours, etc., le maillage sécuritaire national, ce sont des informations qui, pour préciser, j'allais dire, ce que dit la loi, ne sont pas communicables parce que sont susceptibles de porter atteinte à un certain nombre d'intérêts nationaux. Maintenant, pour ce qui concerne la sécurité publique, c'est à peu près la même chose. On est dans le même raisonnement, même état d'esprit de la part, j'allais dire, des autorités militaires et sécuritaires. Maintenant, pour ramener cette question au sein de la KIDP, c'est très simple. Comme je vous l'ai dit, nous avons 2 commissaires qui sont désignés S-qualité en matière de défense et en matière de sécurité, et tous les cas sont traités au cas par cas. Ils sont traités au cas par cas. Je vous relate rapidement une affaire que la KIDP a eu à traiter. Un usager demande à la société qui gère la sécurité
à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny, demande à cette société-là qu'elle lui communique la convention qui lie l'État de Côte d'Ivoire à la société en question. Vous pouvez trouver cette décision sur le site de la KIDP. La société en question répond que c'est une information qui est non communicable, notamment en période de crise. L'usager saisit la KIDP qui, dans son rôle de régulateur et dans l'objectif de s'assurer que l'information est non communicable au sens de la société en question, demande à la société de communiquer la convention à la KIDP qui réunit ces 12 commissaires avec en tête de liste le commissaire en charge des questions de défense et l'autre en charge de la sécurité. Et ce sont ces commissaires-là qui vont analyser la convention point par point, vérifier si dans cette convention, il y a des informations qui pourraient porter atteinte aux intérêts que je vous ai cités un peu en amont. Et si c'est le cas, demander à la société en question de communiquer la convention dans son intégralité, soustraction faite des informations qui sont susceptibles de porter atteinte à la défense nationale et à la sécurité intérieure. Donc voilà un peu comment réagit la KIDP dans le domaine dans ce domaine-là. Maintenant, pour ce qui est de la dernière question, est-ce que les journalistes se brident? Pardon? Vous m'entendez? Oui, j'avais juste une question à poser par rapport aux journalistes. Oui. Donc, elle est relative au délai de traitement des requêtes des journalistes ou des citoyens. Est-ce que des délais longs ne pas, des citoyens à se décourager carrément, quoi, à ne plus saisir la commission, quoi, disant que bon, ça ne va servir à rien parce que ça va traîner, ça va avant d'obtenir une réponse, quoi. Effectivement, ça peut paraître comme un frein. Pour le délai standard pour les citoyens, c'est 30 jours et pour les journalistes et les chercheurs, c'est 15 jours. À première vue, ça peut paraître long. Ce sont des délais maximum. Mais on essaye, nous, ici, au niveau de la KIDP, de contourner la question en demandant aux usagers de mettre la KIDP systématiquement en ampliation ou en copie des demandes qu'ils adressent aux organismes publics. Une fois que nous, on est armé de la demande, on rentre en contact avec le responsable d'information, donc le point focal au sein de l'organisme public, pour l'informer que nous avons été mis en ampliation d'une demande et on propose notre support justement pour accélérer et réduire les délais. Dans la plupart du temps, c'est une démarche qu'on appelle ici la facilitation qui fonctionne très, très bien. Donc, les usagers, c'est peut-être les journalistes qui vont se plaindre un peu du délai de 15 jours qui est excessif, mais la réponse qu'on leur apporte, c'est que ce délai-là, il n'est pas fait pour les journalistes day-to-day, mais plus pour des journalistes d'investigation, des gens des recherches qui sont sur des dossiers, parce que le journaliste day-to-day, malheureusement, ne rentre pas les dire apparemment, il y a un souci avec la temps qui est imposé aux journalistes. Monsieur Bamba? Ah, vous ne m'avez pas entendu? Oui, je vous entends. Oui, je dis qu'il y avait, en tout cas à mon niveau, il y avait un petit souci avec la connexion. Vos derniers propos ne sont pas très, très clairs à mon niveau. Mais je pense que vous avez dit l'essentiel. Hein, donc, je vais les reprendre. Voilà, c'est ça. C'est ça. Vous m'entendez? Oui, je vous reçois bien. Oui. Donc, merci. On va y revenir tout à l'heure, probablement avec des questions. Et vous avez bien pas de souci, ça marche. Au nom un peu de ce qu'on appelle la sécurocratie, c'est-à-dire tous les officiers, tous qui travaillent sur la sécurité et qui entourent actuellement, en tout cas nos présidents, nos chefs d'État, qui émettent beaucoup de réserves sur la communication de certaines informations au nom de la sécurité, de la sûreté, du terrorisme, etc. Mais bon, je pense qu'on va y revenir. Le temps de donner la parole à M. Karamoko Bamba, qui est le président de Amarc Afrique, qui va aborder de façon spécifique un peu la problématique de l'accès à l'information en lien avec les radios communautaires. Donc, les radios communautaires sont des actrices majeures de l'information au niveau local. Elles font plus que de l'information. Et depuis des années, on parle de révision de leur statut pour leur permettre d'avoir plus accès à l'info, à la publicité, etc.
Et on va donner la parole à M. Karamoko Bamba qui va nous faire un petit exposé sur ce sujet. M. Karamoko, vous avez la parole. M. Bamba, vous nous recevez? Apparemment, M. Karamoko n'est pas connecté, ou bien il a un petit souci avec la connexion. Bon, le temps de le relancer pour voir, est-ce que... Allô? Allô? Oui? Allô? Vous me recevez? Oui, bien. Ok, je vous reçois, merci. Je disais que vous me recevez maintenant? Oui, oui, nous vous recevons. Ok, donc je disais que je dis merci à Panos qui donne l'opportunité à l'AMAC Afrique de s'exprimer. Merci pour cette franche collaboration. Je voudrais que tu me permettes de saluer Martin, mon formateur. Je pense que tout le monde connaît Martin. Et nous, on est très fiers chaque fois qu'on se retrouve sur le même plateau, comme on le dit, avec Martin. Je salue aussi celui qui vient de parler avant moi, mon frère Bamba, qui est à la KIDP dont je suis un des 12 commissaires. Alors, je suis aussi PCA de l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire, donc je pense que je me réjouis en tout cas de parler des questions concernant l'information et puis la question concernant le numérique dans les radios. Et il faut tout de suite dire qu'en Côte d'Ivoire, est considéré comme médias communautaires les radios privées non commerciales et les télévisions privées non commerciales. Par commodité, on dit radio de proximité, mais la dénomination exacte aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est radio privée non commerciale. Donc, pour le moment, le média communautaire qui émet, ce sont les radios privées non commerciales et vous en avez aujourd'hui plus de 200 en Côte d'Ivoire. Vous m'entendez bien? Oui, oui, merci pour cette précision, c'est important. Ok, d'accord. Donc aujourd'hui, il y en a plus de 200 en Côte d'Ivoire. Alors, au niveau de l'information, les radios privées non commerciales sont autorisées à faire de l'information, même de l'information politique. Maintenant, il y a une disposition particulière au niveau de la loi sur l'audiovisuel. La dernière loi sur l'audiovisuel date du 27 décembre 2017 et cette loi stipule que pour pouvoir faire de l'information, la radio communautaire doit avoir en son sein, au journal, à la rédaction, un journaliste professionnel. Alors, cette disposition est diversement interprétée. Il y a un premier groupe qui dit c'est une très bonne disposition dans la mesure où l'information elle-même est une denrée spécifique, est une denrée très délicate. Donc, pour la traiter, il faut des professionnels. Donc, il est normal que pour la traiter, il faut un professionnel de l'information, il faut un professionnel, un journaliste professionnel à la rédaction. Le deuxième groupe dit, attention, les radios de proximité, les radios privées non commerciales font du recrutement dans la proximité. Donc, sur 200 radios en Côte d'Ivoire, compte tenu des questions financières liées aux revenus même des radios, il n'y a pas assez de radios qui ont la possibilité de recruter un journaliste professionnel payé à la convention collective. Donc, et vu la spécificité de la radio communautaire, qui est une radio portée soit par une collectivité ou une association qui sont des entités à but non lucratif, donc ces radios n'ont pas les moyens de payer des journalistes professionnels. Le même courant dit l'information que la radio donne, la radio d'abord, en tant que radio communautaire, est un média de changement social, de changement de comportement. Donc, il faut permettre à tout le monde de collecter, traiter l'information et la mettre à la disposition, justement, des communautés. Parce que la marque dit, la radio communautaire est faite par et pour la communauté. Donc, il faut permettre à ces gens-là de donner l'information juste. Donc, c'est les deux courants qui interprètent diversement la question concernant le traitement de l'information. Maintenant, l'autre question qu'on m'a posée, c'est la question de la publicité. La question de la publicité, est-ce que les radios communautaires ont suffisamment de moyens pour faire face à leurs
comment on appelle ça, à leur fonctionnement et à leur investissement, la loi répond pour dire, OK, nous donnons 25% des parts publicitaires à la radio sur son budget. C'est-à-dire qu'une radio communautaire qui conçoit un budget, elle a la possibilité et le droit de faire un recouvrement de 25% sur sa grande part au niveau du budget. Là encore, il y a deux tendances. La première tendance dit, écoutez, la radio communautaire est une radio à but non lucratif. Il y a des radios privées commerciales qui paient des taxes à l'État, qui paient des impôts, dont justement l'objectif est de faire du profit parce que c'est une entreprise et ceux qui ont investi dans cette entreprise adorent partager ce profit-là. Donc, il est tout à fait normal que les radios communautaires qui ne sont pas une entreprise n'aient que 25%. L'autre tendance dit les 25% ne nous suffisent pas parce que nous avons des charges de fonctionnement, ainsi de suite. Donc, ce sont les deux tendances pour ce qui concerne la publicité, mais il appartiendra à chacun de nous d'apprécier. L'autre aspect que je devais traiter a très justement, parce que le thème, c'est défis et perspectives des médias communautaires face à la question aujourd'hui de l'évolution technologique. À ce niveau-là, il faut dire que les radios, comme les autres médias, se sont très vite adaptés. Ce n'est pas la première fois, moi je le dis tout le temps, qu'il y a une innovation dans le domaine de la communication, dans le domaine des médias. Voilà. Si vous vous souvenez de toutes les histoires liées à l'histoire même des médias, il y a eu beaucoup de changements avant qu'on en arrive là. La radio a fait face à beaucoup de changements, à la télévision. La radio a fait face à beaucoup de choses avant qu'on en arrive là. Donc aujourd'hui, nous nous trouvons en face justement du numérique, de Internet. Donc la radio s'adapte aux réalités. Voilà, la radio s'adapte aux réalités en ce sens que Internet permet aujourd'hui à la radio de porter sa voix plus loin, de porter la voix des communautés plus loin. Parce que quand je prends le cas de la Côte d'Ivoire, une radio privée non commerciale, sa zone de couverture se limite à la zone de couverture de la collectivité à laquelle elle appartient. Donc aujourd'hui, avec le numérique, nous portons notre voix jusqu'à Dakar, jusqu'à Washington, ouais, jusqu'à dans le village de Martin. Donc à partir d'ici, la voix de la radio d'Abidjan va arriver dans le village de Martin que j'ai eu l'honneur de visiter. Donc, pour nous, c'est une avancée technologique importante. Ah oui, bien sûr. Voilà, on s'y adapte. Donc, la radio, nous ne considérons pas l'avancée technologique comme de la concurrence, mais c'est plutôt de la complémentarité. Elle nous permet aujourd'hui, comme je le dis, d'avoir une portée beaucoup plus grande. Elle nous permet d'avoir beaucoup plus d'auditeurs à notre écoute. C'est extrêmement important. Elle nous permet d'être beaucoup plus performante. Elle nous permet de donner la voix à plus de femmes, écoutées ailleurs. Donc, pour nous, cette innovation technologique-là nous permet véritablement d'aller de l'avant. C'est vrai qu'il y a ses avantages, mais il faut travailler à ce que nous capitalisons au maximum cette innovation technologique-là. Et comment? En nous formant, et c'est extrêmement important, en nous dotant d'outils beaucoup plus performants. Et ça aussi, c'est délicat parce que, évidemment, ça demande des coûts supplémentaires. Mais c'est important d'investir aujourd'hui dans l'homme, c'est important d'investir dans la formation, c'est important d'investir dans les outils. Et encore, aujourd'hui, nous nous adaptons à notre public, à notre auditoire. Les radios sont de plus en plus écoutées par les jeunes qui constituent le plus grand pourcentage en termes humains dans nos populations. Et ces jeunes-là sont, écoute, on les retrouve sur le smartphone, on les trouve sur les tablettes. Donc, nous allons là où ces jeunes se trouvent. Et pour aller là où ces jeunes se trouvent, aujourd'hui, on a des pages Facebook, on a des pages Instagram. Donc, nous avons tous les réseaux sociaux. Nous exploitons au niveau de nos radios tous les réseaux sociaux où se trouvent nos jeunes, où se trouvent nos auditeurs. Donc, pour nous, c'est un avantage considérable aujourd'hui que d'avoir ces avancées technologiques. Maintenant, il faut travailler justement à améliorer le cadre juridique parce que c'est clair qu'avec les médias sociaux, n'importe qui fait n'importe quoi et ça, c'est vraiment délicat. Et cela nous dessert véritablement. Nous nous trouvons en face de concurrents comme des influenceurs, comme enfin tous ceux qui pensent qu'ils sont devenus des spécialistes de la collecte de traitements
et de la diffusion de l'information sans barrière. Donc, il faut justement que nos lois puissent encadrer justement cette avancée technologique-là. Donc, je pense, Biram, la discussion peut être lancée. C'est vraiment le ramassé que je voulais faire. Mais je vais terminer en disant que nous, en tout cas au niveau des radios communautaires, nous n'avons aucune crainte pour ce qui concerne le développement technologique. Plutôt, cela nous sert, cela sert nos communautés. Donc, on s'adapte et bien voilà. Voilà, merci. Merci, Président, pour ce ramassé intéressant qui découle vraiment d'une expérience pratique. Et vous avez carrément abordé une révision du modèle économique des radios communautaires par rapport à la publicité, par rapport même à la dénomination, et je pense que c'est important. Et vous avez parlé de l'adaptation. Je pense que cette adaptation-là, elle est importante à tous les niveaux, au niveau des textes, au niveau technologique. Et globalement, on voit qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises selon les pays pour quand même favoriser un environnement beaucoup plus favorable à l'épanouissement des médias. Donc, je pense que nous avons écouté tous nos panélistes et il y a beaucoup de, en tout cas, dans le chat box, il y a beaucoup de réactions. Maintenant, il est 12h44, donc 13h moins le quart. On va prendre 30 minutes pour discuter, permettre aux participants de discuter avec les panélistes, poser des questions, faire des suggestions pendant 15 minutes. Et pour les 15 minutes qui restent, nous allons les consacrer aux réponses. Donc, s'il y a des participants qui sont en ligne, qui voudraient réagir, poser des questions aux panélistes, vous êtes les bienvenus. Il n'y a personne qui lève la main. Nous avons 3 mains qui sont levées, Biram. Oui. Peut-être avant d'arriver aux questions-réponses, aux mains levées, voir les contributions que les participants ont données dans le chat questions-réponses. Je crois qu'on a des contributions des partenaires du Mali, de Côte d'Ivoire. Et après, on pourra ouvrir le micro selon les ordres de demande de la parole. OK. Donc, ici, ce que je vois comme première question ou contribution, je pense qu'elle est... attends, je parcours un peu. En fait, il y a Elisabeth qui pose la question suivante. Pourquoi les États ne peuvent pas respecter leurs engagements vis-à-vis des populations? Donc c'est une question plus ou moins générale, mais qu'on pourrait rapporter à l'accès à l'information, en fait, aux femmes, aux radios communautaires, etc. Donc ça, c'est la première question posée par Elisabeth. Je pense qu'on peut l'adresser à Martin, pourquoi pas. Et je pense que c'est la seule question que nous avons sur le chat box, Gilles. D'accord, ok. Merci beaucoup, Biram. Nous allons donner donc la parole à Djeneba Simaga et Andé Gay. Donc, nous allons ouvrir vos micros. Donc, Djeneba, vous pouvez ouvrir votre micro pour votre question ou votre contribution. Ok, bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, c'est un réel plaisir de participer vraiment à ce webinaire très, très intéressant. Donc, félicitations aux panélistes et aux organisateurs. Mais ma question est la suivante. Par rapport aux radios communautaires, les nouvelles technologies, donc l'expérience de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, je ne sais pas si vous avez des lois, parce qu'ici au Mali, on voit qu'il y a beaucoup de diffamation de l'information. Toutes choses qui peuvent alerter, qui peuvent vraiment envenimer les choses. Donc, est-ce que chez vous, par exemple, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, est-ce qu'il y a des choses pour mieux réglementer? Parce que ici, ce qui se passe réellement, c'est vrai, je parle sous le contrôle des experts, Sidio Tamani étant présent,
Donc, je pars sous leur contrôle, mais on sait que beaucoup sont des amateurs. C'est des journalistes amateurs, etc., en général. Donc, les professionnels, eux, ils savent respecter la déontologie de l'information, la déontologie, et ils respectent la déontologie. Mais la plupart des jeunes ou bien des gens qui sont amateurs sur la scène, il y a beaucoup d'informations de diffamation qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, sur les articles écrits ou autres là que nous retrouvons. Donc, est-ce qu'il y a des expériences par rapport aux expériences des autres, des pays confrères? Est-ce qu'il y a des lois et autres là dont le Mali peut s'inspirer en vue de mieux réglementer l'information? Parce que c'est toutes choses qui peuvent pousser à la panique, à autre chose, à des conséquences souvent qu'on ne maîtrise pas. Je vous remercie. Merci, Djainaba. On prend la question de Ndeye. Ndeye, vous avez la parole. Nous n'avons pas de son qui vient chez Ndeye. Alors, est-ce que Soumaïla est là? Alors, est-ce que Moussa Conté est là? Moussa, est-ce qu'il a levé la main? Bon, Moussa Ibou Conté. Voilà. Oui, bonjour. Bonjour, Moussa. Oui, donc je voudrais... je voudrais remercier les différents intervenants et je voudrais dire que la Guinée, République de Guinée s'est dotée également d'une loi d'accès à l'information publique, que le problème qu'on a, c'est au niveau du délai. On a une instance d'accès à l'information publique et nous, il nous a été demandé de préférer de mettre en place plutôt un cadre juridique institutionnel plus proche des citoyens en essayant de réduire le recours parce qu'on a le recours gracieux, on a le recours hiérarchique. Et on a constaté que si on reste dans ces recours-là, le délai d'accès à l'information va couvrir 45 jours. Donc, on a préféré faire fi de tout ça là pour essayer de donner la chance aux citoyens et aux journalistes d'avoir rapidement l'information en disant que ce délai ne peut pas excéder 24 heures. S'il y a de retard aussi, de saisir le juge du référé, parce que les informations dont on cherche dans le cas... Moussa? Du droit d'accès à l'information. C'est ce qu'on... Donc, pour ce qui concerne la loi, il y a la politique économique, monétaire et financière de l'État, vous avez la moyenne, le crédit, vous avez le secret défense. Donc, tous ces secrets qui sont protégés par la loi sont considérés comme les sources non accessibles pour le citoyen et pour le journaliste. Je voudrais rappeler que la plupart des pays africains, quand vous prenez le préambule là, ces différents instruments internationaux qui encadrent l'accès à l'information sont pris en compte dans les préambules. Il faut rappeler que ces engagements internationaux sont souvent adoptés par les parlements. Et c'est à ce niveau, je crois, qu'il veut jouer sur les leviers là pour que ces lois-là soient prises en compte dans le pays là, pour ce qui concerne leur encadrement juridique institutionnel. En fait, la plupart de ces lois-là, le problème se trouve également au niveau du délai. Il faut raccourcir le délai et il faut privilégier le juge du référé. Quand vous prenez le Niger, il n'y a plus pas de demande d'accès à l'information, plus des recours qui sont bloqués au niveau du Conseil d'État au Niger. Et il en est de même dans beaucoup de pays anglophones. Donc, je pense que si on doit mener une action de plaidoyer au niveau pays, il faut qu'on privilégie le juge de référé et qu'on raccourcisse le délai, qu'on ramène à 24 heures au lieu de 45 jours, voire même 2 mois. Parce que l'information est une denrée périssable. Voilà. Merci, Moussa. Merci beaucoup. Ce que je tenais à dire. Merci beaucoup. Julia Soumaïla qui a levé la main. Oui, j'avais levé la main. Merci à tous les participants. Je salue au passage notre formateur Martin Faye et puis
Bamba Karamogo qui venait d'intervenir tout récemment. J'avais une question surtout pour Bamba Karamogo. C'est surtout à propos de la situation en Côte d'Ivoire, notamment par rapport à la question de portée des radios. Je le disais tantôt, je suis le coordinateur du réseau des radios communautaires de la zone Escabo. Nous travaillons avec des radios de Côte d'Ivoire, notamment Radio Tropique de Kourougo, Ferké, Radio Fundara et puis la radio de Ouangou. Nous sommes confrontés souvent à des questions de portée à leur niveau et disent que le problème demeure toujours, c'est-à-dire que les radios ne peuvent pas avoir une grande portée et puis ils n'ont pas accès à l'information, surtout la publicité. Donc ça, c'est vraiment des gros défis que nous avons par rapport à l'objectif que nous voulons atteindre dans la zone Escabo. Et pourtant, à écouter Bamba Karamogo tout à l'heure, je crois que ces restrictions qui étaient en Côte d'Ivoire ont été levées, il y a une amélioration de la situation. Et pourquoi ces problèmes demeurent au niveau de Kourougo et de FRTC. Maintenant, je voulais, par rapport à la problématique, n'est-ce pas, de la participation des femmes dans nos médias, je disais qu'au niveau local, ici, nous avons ce gros défi-là. La solution que nous avons pour le moment, nous profitons des étudiants qui sont en vacances chez nous ici pour faire des stages. Mais malheureusement, ce sont des passages éphémères parce qu'après les périodes de vacances, elles sont obligées de rentrer. Nous essayons de tout faire pour que vraiment les femmes soient beaucoup impliquées dans nos médias, surtout les médias de proximité, mais la solution n'est pas facilement à notre portée. Merci. Merci beaucoup, Soumaïla. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait prendre la parole? Ney, bien. C'est bon? Il n'y a plus de questions, contributions? Bon, je pense, bon, merci à tous les intervenants. Je pense qu'on va revenir à nos panélistes. Donc, bon, je vais essayer de... Jeanne, je ne sais pas si vous pouvez prendre en charge la question un peu générale liée un peu aux engagements de nos pays. Pourquoi nos pays ne peuvent pas respecter les engagements qu'ils ont pris au niveau international et régional, bon, en rapport avec l'accès à l'information et droit des citoyens à accéder aux informations d'intérêt public. Merci beaucoup. Alors, ça rejoint, je suis contente de pouvoir répondre à cette question parce que ça rejoint un peu la question que vous m'aviez posée tout à l'heure quand je faisais ma présentation et je disais que le problème en réalité n'est pas celui des textes. Le problème est celui de la mise en œuvre et par rapport à cette question, c'est la volonté politique. Il n'y a rien d'autre en réalité. Parce que vous voyez tout à l'heure le dernier intervenant qui disait qu'au niveau, si je ne me trompe pas, ça doit être le Niger, où il y a une loi d'accès à l'information, mais les délais pour pouvoir traiter d'une demande sont suffisamment longs. C'est fait parfois exprès, parce que, comme on le sait tous, les gens savent que l'information, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de périssable, c'est quelque chose qui est crucial, et donc vont prendre des mesures qui vont en réalité dissuader l'usager à demander l'information. Donc, c'est vraiment une question de volonté politique. Si nos États acceptent, prennent des engagements au niveau international de faire de l'accès à l'information un droit fondamental, il faut qu'ils aillent jusqu'au bout de leur volonté, que la volonté politique puisse être implémentée de manière concrète dans la vie de tous les jours, en faisant en sorte que tout individu qui demande l'information puisse y accéder, que lorsque une loi d'accès à l'information est adoptée, que les mécanismes qui vont avec pour permettre aux citoyens de pouvoir en jouir de manière effective puissent être mis en place pour favoriser justement la jouissance de ce droit-là. Donc, de mon point de vue, c'est vraiment davantage un problème de volonté politique des États qui, en réalité, donnent d'une main quelque chose et reprennent de l'autre par ces petites techniques que l'on voit dans les législations, les lois qui sont adoptées sur l'accès à l'information. Et c'est pour ça que la société civile, de manière générale,
fait des recommandations. On a par exemple la plateforme des acteurs de l'accès à l'information APAI, qui en 1995 avait fait un ensemble de principes, avait mis en place un ensemble de principes que les États doivent respecter pour faire en sorte que lorsqu'une accès à l'information est adoptée dans un pays, que les citoyens puissent véritablement en jouir en mettant en place des principes d'égalité, des principes, des mécanismes de surveillance, des mécanismes de contrôle, et tout cela va contribuer de manière réelle à permettre à ce que le citoyen qui a besoin d'une information puisse y accéder à temps, parce que cette information est cruciale. Il y a un panéliste qui a parlé tout à l'heure des questions de sécurité, des questions de santé en cette période de Covid. C'est-à-dire que plus tôt j'ai l'information, un sujet que je demande, mieux je le traite, mieux je le prends en charge et mieux je peux prendre la décision. On a les élections qui arrivent bientôt en Gambie. On se réjouit que la Gambie ait adopté une loi d'accès à l'information. Mais voilà, il faut que la Gambie puisse rapidement mettre en place les mécanismes nécessaires pour permettre que le citoyen puisse accéder à l'information, prendre une décision éclairée et pouvoir participer de manière effective au processus qui arrive. Donc, voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire sur la question. Merci, Jeanne. Est-ce que, bon, dans la foulée, est-ce qu'il y a une question, bon, ça a été abordé, hein, les mécanismes juridiques et institutionnels mis en place dans l'espace CEDEAO pour garantir un accès à l'information. Est-ce que vous pouvez revenir sur ça? Il y a un participant qui a posé la question sur le chat. Je n'ai pas bien compris votre question. Hein? C'est-à-dire, elle demande qu'on revienne un peu sur les mécanismes juridiques et institutionnels mis en place dans l'espace CEDEAO pour garantir un accès à l'information. OK. Donc, au niveau africain, il y a la Charte africaine des droits de l'homme, notamment son article 9, que j'ai évoqué tout à l'heure. Il y a au niveau de la CEDEAO, de manière précise, le protocole additionnel de la CEDEAO sur l'égalité entre les sexes, à son article 35, qui demande à ce que les États traitent de manière égalitaire la question des hommes et des femmes sur l'accès à l'information et à la communication. Il y a également l'article 35 de la charte de l'acte additionnel relatif à la liberté d'expression et au droit à l'information dans l'espace ouest-africain, qui stipule que les membres mettent en place des politiques et des lois relatives aux technologies de l'information et que ces lois-là permettent aux femmes et aux jeunes filles de pouvoir avoir facilement accès à l'information. On a également la déclaration des principes de la liberté d'expression et d'accès à l'information qui a été actualisée en 2019 et pour lequel l'article 19 a suffisamment travaillé, qui également a repris aujourd'hui les questions nouvelles que sont les questions liées au digital pour rappeler la nécessité de l'accès à l'information tant en ligne que hors ligne. Donc, vraiment au niveau africain et régional, il y a suffisamment de la matière et c'est pour ça que je ne cesse de dire de mon point de vue que la question en réalité de l'accès à l'information de manière générale et de manière spécifique pour les femmes, en réalité n'est pas le problème. Le problème avec tous ces quelques instruments que j'ai cités, si ces instruments sont mis en œuvre de manière effective, je pense que la question de l'accès à l'information pour les femmes ne serait plus un problème. Et je dis toujours que ces problèmes ne sont pas pris encore de manière sérieuse par nos gouvernements parce qu'ils ne comprennent pas les enjeux. Ils ne comprennent pas l'intérêt d'impliquer les femmes dans tous ces processus-là. Ils ne comprennent pas l'intérêt de favoriser l'accès à l'information de manière générale parce que tous ces mécanismes-là, la loi d'accès à l'information, quelle est son utilité? En réalité, c'est de permettre aux citoyens de participer à la gestion de la vie publique, de savoir ce qui se passe, de demander des comptes. Et c'est parce que justement nos gouvernements ne veulent pas la redevabilité, ne veulent pas rendre compte de la manière dont ils gèrent le pays, de la manière dont ils font les choses, qu'ils créent ces opacités-là. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont adopté les lois pour la plupart, mettent des mécanismes, des délais qui découragent et qui ne permettent pas aux citoyens de pouvoir de manière effective jouir de son droit d'accès à l'information. Donc, voilà. Merci Jeanne, je pense qu'il nous reste 13 minutes. Merci pour ces réponses. Bon, je pense que pour la question relative aux diffamations dans les radios communautaires, on va donner la parole à Martin.
comme il est au Mali, il maîtrise mieux le contexte malien. Je pense que sur le plan légal, il n'y a pas beaucoup de différence entre les législations maliennes, sénégalaises. Et voilà, Martin, qu'est-ce que vous pourrez répondre par rapport à cette question-là? Oui, je crois que c'est Djenebou qui a posé la question, en tout cas une consoeur du Mali, mais c'est un réel problème hein, que dans les radios communautaires, on ne trouve malheureusement pas beaucoup de professionnels, disons. Elle a utilisé le mot amateur, des journalistes amateurs. En tout cas, moi, je dirais des journalistes sous-formés ou parfois pas formés du tout. Combien de gens, le problème que nous avons en Afrique, c'est que le pluralisme radiophonique ne s'est pas accompagné du mouvement de formation qui aurait dû. On a ouvert les fréquences, on a ouvert le paysage radio, des stations se sont créées, mais l'accompagnement qu'il fallait de ces agents par une formation de base solide en journalisme, plus précisément en radio, n'a pas eu lieu. Et résultat, nous avons beaucoup de gens qui exercent la profession de journaliste et qui sont entrés par effraction dans le métier. Et résultat, nous avons donc les contenus qui sont là. Nous avons, je le dis parfois de manière péjorative, beaucoup de radios sont des robinets à musique, parce que les radios n'ont pas justement la possibilité de produire et de mettre des contenus pertinents dans leurs émissions. On utilise la musique. Et c'est le problème auquel on fait allusion, c'est que les radios prolongent les rumeurs, alors que nous avons pour mission de combattre ces rumeurs en vérifiant les informations. Les radios versent énormément dans la diffamation, sans s'en rendre compte parfois, j'allais dire de bonne foi, parce que les règles de base que sont la vérification de l'information et le traitement adéquat, professionnel, la rigueur dans le traitement et la diffusion de l'information sont malheureusement des leçons qui ne sont pas sûres. Au Mali, nous avons essayé au niveau de la Fondation Hirondelle, porteur du projet de Studio Tamani, d'atténuer un peu en mettant en œuvre, en élaborant une charte d'antenne. Et sûrement la consoeur qui a posé la question connaît la charte d'antenne. Cette charte d'antenne énumère des règles de comportement quand on est sur une antenne. Et un des articles de cette charte énonce par exemple que l'agent de la radio communautaire doit prendre conscience qu'il s'adresse à l'ensemble des Maliens et des Maliennes sans exclusive, que la radio est un trait d'union entre les Maliens et les Maliennes. Et vu sous cet angle, ça change énormément de choses dans le comportement de l'agent de la radio. Mais vous voyez, c'est assez vaste. Hein? Et malheureusement, nous avons encore du travail pour professionnaliser les agents de nos radios communautaires. J'interviens rapidement sur la première question qui a été posée. Pourquoi les États ne peuvent pas respecter leurs engagements vis-à-vis des populations? Bon, vaste question, mais qui pose simplement le problème de la gouvernance par les médias. Quel rôle pouvons-nous jouer pour asseoir la gouvernance, pour imposer la gouvernance? Est-ce que nous sommes des médias suffisamment forts avec un impact pour aider à forger une opinion publique qui pousse les hommes politiques, qui poussent les gouvernants à agir dans le sens voulu par les populations? Je rappelle juste, il y a une expérience, mais qui me semble assez timide, c'est surtout avec nos amis des réseaux sociaux, les blogueurs, qui essaient d'évaluer l'action des gouvernants par rapport à des engagements pris pendant la campagne électorale et donc mesurer le niveau d'exécution ou de non-exécution des engagements pris. Mais
la gouvernance par les médias doit être une réalité et nous devons y travailler. Pousser les populations à pouvoir s'adresser aux gouvernants, faire entendre leur voix et également contraindre les gouvernants à donner des réponses adéquates aux demandes des populations. Voilà tout ce que je voulais dire. Peut-être ajouter en ce qui concerne Studio Tamani, tout à l'heure dans mon exposé liminaire, j'ai complètement oublié d'indiquer que nous avons un point focal genre au sein pas de la rédaction, mais au sein de Studio Tamani. Et ce point focal n'est pas journaliste du tout. Il s'agit d'une dame qui s'occupe de ressources humaines et de comptabilité, mais qui doit surveiller la rédaction et leur rappeler les objectifs à atteindre dans le cadre du plan d'action genre. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire en réponse et participer à ce débat. Merci. Merci. Je pense que je vois dans les... Merci Martin. Je vois dans les différentes réactions la nécessité de renforcer le monitoring, le suivi, etc. Donc, il y a M. Souleymane Bamba, l'expérience de la Guinée, soulevée par Moussa, qui parle de délai de traitement en Guinée, qui est de 24 heures au lieu de 30 jours ou de 45 jours. Est-ce que, voilà, cela n'est pas une expérience qu'on pourrait essayer quand même de valoriser dans d'autres pays? Alors, bien sûr, vous m'entendez? Oui. Alors, bien sûr, hein, c'est une expérience qui est totalement intéressante j'allais dire, à étudier. La loi de 2013 la loi de Côte d'Ivoire a été votée en 2013. On a commencé à véritablement travailler en 2015. Aujourd'hui, on pense qu'on a suffisamment de recul, suffisamment de matière pour s'asseoir et faire un bilan de la pertinence de cette loi-là dans tous ces articles. Donc, il y a un travail qui est en réflexion. Et justement, le point des délais est un point qui va être analysé parce que la KIDP, dans ses missions, a la possibilité de faire des recommandations en matière d'évolution de la loi. On peut faire des propositions en matière réglementaire, mais également en matière législative qu'on va soumettre aux législateurs, bien évidemment, dans le sens de l'amélioration de l'accès des populations à l'information. Et effectivement, tous ces points-là sont des points qui ont été identifiés à l'occasion de nombreux séminaires et ateliers. Donc, de manière très concrète, c'est quelque chose qu'on peut appliquer en Côte d'Ivoire. Une fois que le travail sera fait, les propositions seront mises sur la table dans ce sens-là. Merci beaucoup, M. Bamba. Mais attention, il y a quand même un point. La loi, chez nous, la loi dit que c'est un délai maximum. OK. Le délai maximum, ça veut dire que si l'information est disponible dans les 48 heures, il est possible qu'on puisse la communiquer. Le travail que nous, on fait ici, c'est justement d'amener, malgré les délais qui sont longs, c'est d'amener les administrations à faire preuve de réactivité. Mais pour pouvoir communiquer une information en 24 heures, encore faut-il que la problématique de la conservation, de la gestion des données soit optimale. Donc, on travaille sur tous ces fronts-là. Et une fois que ces fronts sont bien adressés, on peut arriver à demander une réduction des délais. Parce que rien n'essaie de donner 48 heures pour donner une information et que du côté de l'administration, rien ne soit mis en place pour que ces informations ou ces documents soient bien conservés, soient bien gérés, de façon à pouvoir être mis à la disposition des usagers. Merci beaucoup, M. Bamba. M. Karamoko, je pense que vous avez été interpellé par un responsable de radio de la Côte d'Ivoire relativement à la publicité, les 25%. Je pense que c'est un modèle assez intéressant qui pourrait être exploré dans d'autres pays. Est-ce que vous pouvez essayer quand même parce qu'il a un problème d'accès à ça, malgré la loi, malgré les opportunités. Est-ce que vous pouvez essayer quand même de lui fournir quelques éléments de réponse? Monsieur Karamoko est avec nous? En tout cas, je le vois apparaître dans le... Hein? Je le vois toujours présent. Hein? Je pense qu'il n'est pas connecté. Et maintenant, je pense qu'il y a Moussa encore qui lève la main, mais il y a beaucoup de réactions sur le chatbox, il y a beaucoup de suggestions, beaucoup d'actions à mener et tout. Et je pense que les 13h12 et on avait prévu de terminer à 13h15 ou plus tard. Je pense que le moment est venu quand même
suspendre, je dirais, les échanges intéressants que nous avons eus depuis plus de 2 heures de temps, hein, et qui sont très, très importants en termes de stratégie de développement des médias, en termes de plaidoyer, en termes aussi d'axes de renforcement de capacités qui ont été, en tout cas, qui ressortent des échanges pour qu'on ait quand même un environnement national beaucoup plus favorable à l'accès à l'information, des médias beaucoup plus viables du point de vue économique et des médias aussi qui ont véritablement intégré des nouvelles technologies et le nouvel environnement des médias sociaux. Donc, globalement, moi, je voudrais vous remercier tous les participants qui ont pris un peu de leur temps pour se connecter et participer à cet échange. Remercier encore une fois tous les panélistes. Remercier tous les partenaires qui ont voulu s'associer à ce webinaire. Et je pense que je vais donner la parole à Gilles. Gilles? Gilles Fausto. Pardon, j'ai activé mon micro. D'accord. Donc, vous avez suivi les derniers échanges qu'on a eus. Oui. Et le moment est venu quand même de clore le webinaire. Je pense qu'on a abordé beaucoup de questions intéressantes et nous remercions tous nos partenaires, tous les panélistes, tous les participants. Malgré ce jour de lundi, comme on le dit, lundi c'est lundi quoi. C'est toujours surchargé, mais qui ont pu prendre 2 heures pour participer à cet échange important. Donc, merci à tout le monde. Okay. Merci à vous, Panos. Merci à tous les panélistes et les participants également. Ok, merci. Nous allons laisser Abdoulaye dire le dernier mot de remerciement, s'il est encore là. Par exemple, quelqu'un s'inscrit sur notre site. Abdoulaye? Il est là. Allô? Allô, Abdoulaye. Oui, ben, écoute, c'est pour remercier tout le monde, notamment nos brillants panélistes. Je vais pas citer, c'est tout le monde, Martin Faye, Irène, Bamba, Karamofo et Suleiman Bamba aussi. Et le public qui a très bien participé, je pense qu'on a bien noté toutes ces contributions et ça va nous servir, on va alimenter le futur débat sur la question. Merci à tout le monde. Merci Abdoulaye. Merci Bira, merci Abdoulaye. Merci Jeanne. Gilles, ça a été un plaisir pour nous d'être là et on espère pouvoir partager d'autres plateaux comme celui-ci. Et moi, je voulais conclure quand même, c'est vrai que le directeur de Panos a conclu, mais je pensais qu'on aurait donné un petit tour de table aux panélistes pour quand même faire un rapport. Moi, je voulais juste dire que cet atelier a eu, ce panel a eu lieu un jour avant la journée de l'accès à l'information. C'est juste de demander aux uns aux autres de continuer le combat. Ce n'est pas facile, mais ce n'est qu'en poussant en termes de plaidoyer, en termes de travail ensemble, comme on l'a fait autour de ce panel, que nous arriverons à faire en sorte que l'accès à l'information puisse être réellement un droit auquel chaque citoyen peut véritablement jouir et contribuer à améliorer la gouvernance dans nos États. C'est ça. Je pense que demain, c'est la journée internationale dédiée à l'accès à l'information, le 28. Et il y a des actions qui sont prévues. Tout à fait. Par pas mal d'organisations au niveau national et probablement au niveau régional. Donc, merci pour ce rappel. Merci, au revoir. Merci tout le monde. Merci, Martin. Merci à tout le monde. On se retrouve autour de notre panel dans les prochains jours. Merci. Merci à vous et excellente semaine à tout le monde. Merci à vous de même. Merci beaucoup. Par exemple, que les individus, on va mettre